On vient de se prendre, moi, 3 coups de couteau, Benjamin 1. Comment on le dit aux parents? Bon, à un moment donné, on n'arrive pas à se lever, on finit par dire le truc. On finit par dire: «On s'est fait poignarder hier». Ce qui, pour mes parents, était une forme de sidération. Enfin. Hello tout le monde, Salut la famille. Bonjour tout le monde. bienvenue sur le podcast C'est comment. C'est comment, qu'est-ce que c'est? C'est ton podcast où on évoque le ressenti et on laisse de côté les faits, le tout animé par un frère et une sœur inséparables. Le rendez-vous, vous le savez, ça ne change pas, c'est tous les dimanches à 18h pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver ce format sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcasts, Deezer, Spotify et toutes les autres. On est aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok. C'est comment le podcast, donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez, donnez-nous de la force pour cette saison 3. En tout cas, on voit que voilà, les épisodes vous plaisent, ça nous fait hyper plaisir, donc continuons ensemble. Merci beaucoup. Pour ce nouvel épisode, nous allons parler d'un thème dont j'aimerais ne plus parler et que ce soit juste normalisé. Et pourtant, ça existe encore. Nous allons parler aujourd'hui d'homophobie avec notre invité Yannick Hop. Hello Yannick. Bonsoir, Hello. ça va? Ça va et toi? Bah oui, ça va. Ouais, ça va super. Merci, merci en tout cas pour l'invitation. Merci à toi d'avoir Avec plaisir. accepté notre invitation au micro de C'est comment. On est ravis de t'accueillir, ravis de traiter de ce sujet-là. Comme je l'ai dit en introduction, j'aimerais qu'on n'en parle plus. Et pourtant, il faut en parler. Tu as quand même un événement que tu as vécu qui est très marquant. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Comme d'habitude, vous le savez, je fais un petit récapitulatif des faits avant d'enchaîner sur les questions de notre invité et de le cuisiner. Yannick, aujourd'hui, tu es donc directeur de cabinet d'un adjoint à la maire de Paris. En 2023, le 12 mai exactement, tu es victime d'une agression homophobe au couteau, accompagnée de ton ami dans la région de Dijon. Tu reçois 3 coups de couteau. Après cela, tu déposes plainte. L'histoire est connue, tu fais le tour des médias pour en parler. Et tu as d'ailleurs envie d'en parler et que ça se sache. Quelques jours après, le destin fait, on ne sait pas, parfois les choses sont bien faites ou non. En tout cas, le 17 mai 2023, c'est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Tu ouvres le bal de l'amour et on fête aussi, je tiens à dire, les 10 ans du mariage pour tous à ce moment-là. Bref, c'est un événement qui cumule 1001 raisons, 1001 motifs. Tu es là, tu ouvres le bal avec la mère Anne Hidalgo. C'est un moment fort de sens pour toi. Aujourd'hui, nous allons parler de ton agression, mais dans une plus large mesure, bien sûr, de l'homophobie. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Super. Tu nous disais en pré-entretien que quand tu étais petit, tu étais déjà intéressé par la politique. Tu lançais des tracts pour qu'on vote pour toi en tant que délégué de classe. Pourquoi c'est important pour toi de toucher les gens à travers justement la politique, de œuvrer pour ces collaborateurs faux? Pour Ces les citoyens. autres, ces citoyens, exactement. Ouais, comme tu l'as dit, je suis tombé dans la politique quand j'étais petit. Enfin, ouais, j'avais quoi, 12-13 ans, quelque chose comme ça. Parce que ce qui est fascinant dans la politique, c'est que c'est la capacité, ou en tout cas la volonté d'améliorer la vie quotidienne des gens. Et ça touche vraiment au quotidien de tout le monde. Et moi, c'est ça qui me plaît, en tout cas dans la politique au sens noble où je me la fais avec un P majuscule, qui a vraiment changé la vie des gens. Voilà, et on va revenir sur ce qui s'est passé avec moi, mais justement, c'est l'occasion aussi ça a renforcé chez moi aussi cette volonté de m'engager davantage aussi pour changer aussi ces sujets terribles avec lesquels on en a hélas pas fini. Et dans ton parcours, du coup, tu as eu cette chance d'avoir été maire d'une ville, ça c'est quand même pas rien. Est-ce que ton homosexualité, elle a été mentionnée quand tu as été élu maire? On pensait notamment à la première femme politique trans qui a été mentionnée, le premier homme noir à avoir un Oscar. Voilà, on aime bien souvent rattacher les gens à d'autres choses, à ce qu'ils sont, à ce qu'ils représentent quand ils obtiennent un trophée ou une récompense ou un titre, comme toi tu l'as eu. Comment toi tu l'as vécu? Mais moi, je l'ai bien vécu parce que déjà, j'ai toujours bien assumé mon homosexualité, donc ça je l'ai jamais mal vécu, donc j'ai jamais rien caché là-dessus. Euh, Après, en effet, les gens ont toujours tendance à nous mettre dans des cases, etc. Donc oui, enfin,
il y avait cette homophobie ordinaire un peu. Ah, mais le maire, il vit avec qui? Ou est-ce qu'il a mais il a pas d'enfant? C'est quand même bizarre. Alors bon, voilà, j'ai jamais caché que j'avais pas d'enfant, que j'étais homo. Il y avait pas de sujet là-dessus. Après, j'ai vécu ça dans la campagne juste avant que ça s'arrête pour mon mandat de maire. Où ça, c'était un peu comment voulez-vous qu'il s'occupe des écoles? Il a pas d'enfant. Et puis le maire aime bien les comédies musicales. Donc tu sens cette petite homophobie un peu latente où c'est tellement facile de dire le maire aime bien les comédies musicales, tout ça, etc. Voilà, rien de plus méchant que ça. C'est-à-dire que voilà, 10 ans de Seine-Saint-Denis, j'ai été élu pendant 6 ans, maire 3 ans, rien de méchant de la part des habitants, au contraire qu'ils vivaient très bien aussi. C'était pas peut-être une discrimination qui était frontale. C'est vrai qu'on l'avait évoqué notamment lors du pré-entretien, c'est comme le racisme aujourd'hui, ce n'est plus frontal, c'est vraiment dissimulé par des remarques, comme tu le disais, comment est-ce qu'il peut s'occuper des enfants alors qu'il n'a pas d'enfants, il aime les comédies musicales. Voilà, c'est un peu comme ça aujourd'hui. Ah, c'est complètement ça. Tu sens ce truc sous-jacent, voilà, ces regards qui en disent long finalement, mais où c'est jamais la violence physique qui va avec. Elle existe, hein, quand même. Certains en souffrent aussi, certains en sont victimes. Mais moi, en tout cas, dans mon mandat de maire du Bourget, j'ai pas vécu cette violence physique frontale, en effet. Mais ces petits colibets, les petites rumeurs quotidiennes, voilà. Après, ça épaissit le cuir et puis voilà, enfin, la vie continue et on avance. Oui, bien sûr. Alors, on connaît tous les politiques un petit peu de quotas, que ce soit au travail, que ce soit dans les écoles, plus communément appelée la discrimination positive, ce qui représente pour moi un oxymore parfait. Voilà, il n'y a pas de discrimination positive, mais bon, c'est un autre débat dans lequel je ne souhaite pas m'engager pour l'instant. Est-ce que tu crains d'être victime justement de cette discrimination positive et que tu sois entre guillemets, plus mis en avant de par ce côté de oui, le maire et en plus il est homosexuel ou pas du tout? Parce que parfois les gens ont un peu cette idée de se dire ok, peut-être que j'ai obtenu le poste par exemple parce que je représente une minorité. Peut-être que j'ai obtenu ce poste parce qu'on essaye de faire une politique plus en faveur des femmes, etc. Il y a parfois aussi ces commentaires qui reviennent, qui à mon sens sont désobligeants, mais qui existent. Est-ce que toi parfois tu as peur que ça puisse être une autre raison que vraiment tes capacités à être maire, enfin dirigeant, je dirais, d'une ville? C'est une très très belle question. Non, j'ai pas peur de ça. Je pense pas que ce soit. Enfin, en tout cas, c'est pas une peur que je ressens de ce point de vue-là. Simplement, il y a peut-être un risque à force de vouloir toujours enfermer les gens dans des cases, à définir leurs gens par avec qui ils couchent, la façon dont ils s'habillent, leur origine sociale ou ethnique. Enfin, moi, mon parcours de vie, c'est que j'ai grandi dans une banlieue à Dijon, là où, où j'ai vécu les événements dont on va parler. Euh, Moi, je crois qu'à la République, en fait, enfin, je crois qu'au mérite des gens. Et quand on est élu maire, moi, j'ai été élu maire parce que des élus m'ont reconnu dans une ville où j'avais pas habité toujours, j'ai pas grandi dans cette ville. Et à un moment donné, les gens ont reconnu ce que j'incarnais, le travail que je faisais sur le terrain. Et c'est ça aussi la force d'être dans une république comme la nôtre, c'est que quelle que soit son origine sociale, son orientation ou son identité sexuelle, c'est que chacun doit être vu pour les compétences qui sont les siennes. Et je ne désespère pas qu'on garde cette société-là dans laquelle on reconnaît d'abord les gens pour ce qu'ils sont capables de faire, plutôt que pour la case dans laquelle on aurait envie de les mettre facilement. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas peur et je crois au contraire que c'est ce qui fait qu'on tient et qu'on arrive à vivre ensemble encore aujourd'hui. Est-ce que toi, par exemple, en tant qu'homosexuel, tu t'en fais un cheval de combat? Parce qu'on avait reçu, par exemple, dans le podcast Pedro, qui était venu, qui lui aussi était homosexuel. Donc lui, c'était pour parler de son histoire d'amour, rien à voir avec ton sujet. Mais il nous disait, moi, en tant qu'homosexuel, j'en fais pas du tout un combat. Pour moi, je suis un mec comme les autres. Je vais pas dans la rue à le crier, je vais pas le revendiquer. Et je trouvais ça intéressant de se dire, est-ce qu'on est toujours obligé de revendiquer quand on fait partie d'une minorité, ou en tout cas d'une population qui, entre guillemets, est parfois persécutée, rejetée, critiquée, etc. Comment toi, tu le vis, ça? Est-ce qu'on est obligé? Non, je pense qu'on n'est pas obligé, mais les épreuves auxquelles on peut être confronté font que tu interroges de façon permanente cette question-là. Moi, je me la suis beaucoup posée en assumant toujours, en n'ayant pas de problème avec ma famille sur l'acceptation de mon homosexualité, etc. Bon, quand tu as comme moi la chance d'avoir une famille compréhensive qui en fait pas un sujet, déjà, il y a plein de questions que tu te poses pas, ou tu es moins déjà dans la construction d'un rapport de force familial, hostile, tu vois. Moi, j'ai eu cette chance-là. D'autres n'ont pas celle-là. Je pense que c'est vraiment la question d'abord fondamentale de construire ton identité d'homo par rapport à des choses
qu'on fait obstacle ou pas. Moi, j'ai pas eu d'obstacle, donc j'ai pas eu besoin de construire mon identité homosexuelle contre un schéma familial contre lequel j'aurais été en lutte, etc. Je pense que ça compte chez beaucoup d'homos aujourd'hui, ça. Et après, par contre, on a évidemment, comme toutes les communautés, moi j'aime pas le mot communauté d'ailleurs, parce que je trouve que justement, on se catégorise nous-mêmes dans les cases dans lesquelles on refuse qu'on nous mette. Donc j'aime pas le mot communauté, mais je l'aime pour personne en fait ça. Et que chacun, en fonction de nos centres d'intérêt, de nos idéaux de vie, de nos origines culturelles ou sociales, qu'on ait des lieux de privilégiés, de sortie, etc. Bah oui, forcément, voilà, mais enfin, moi, j'ai pas fait mon cercle amical de copains gays parce qu'ils sont gays, tu vois. Enfin, Oui. tu fais ton cercle amical, tu le fais en fonction des affinités sélectives que tu crées. Donc, mes copains soient homo, hétéro, bah oui, il y en a eu. Je les compte pas. Enfin, tu vois, j'ai pas de quota. Tu posais la question des quotas tout à l'heure. J'ai pas mis un quota dans ma vie de combien d'amis homo, combien d'hétéros, combien de filles, comment on fait. Enfin, et puis alors pour le coup, les filles qui sont homosexuelles, du coup, j'ai un autre quota dans ma vie. Enfin, tu vois, je j'ai jamais trié là-dessus, mais c'est parce que si on rentre là-dedans, on devient totalement fou. Ouais. Et moi, je regarde toujours les gens enfin, par rapport à ce qu'ils sont et ce qu'ils m'apportent dans la vie ou si je me sens bien avec eux. Donc, ouais, revendiquer, oui, parce que c'est une entité, enfin, parce qu'on appartient à une histoire plus large et qu'en effet, moi, j'ai découvert après des figures qui sont battues pour nos droits. Moi, j'ai vécu le mariage pour tous, tu l'évoquais là-dessus, sur les 10 ans du mariage pour tous, qui était au moment où j'ai vécu ce que j'ai vécu. Moi, j'ai vécu ça. J'étais à l'époque, je bossais au Sénat. Quand tu entends des manifs de gens qui crient dans les trucs en disant un papa, une maman, etc., là, tu interroges sur dire, mais attends, qu'est-ce que je fais moi? Enfin, les gens sont en train de m'insulter moi pour ce que je suis alors qu'ils savent pas ce que je suis. Et ça, j'ai commencé vraiment à dire peut-être que ces combats-là pour les droits LGBT mériteraient que je m'engage davantage. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir à ça. Et après, faut voilà, enfin oui, militer pour des droits, mais ça reste des droits humains avant d'être des droits LGBT. En fait, pour moi, le sujet de la défense des droits des femmes, c'est le même que la défense LGBT ou que le droit des minorités. Pour moi, c'est une question de droits humains, le bon combat à mener. Ouais, je suis carrément d'accord et je pense que finalement c'est propre à chacun et c'est chacun qui décide en fonction de son histoire. J'ai bien aimé quand tu as dit ça. Si par exemple quelqu'un est toute sa vie rejeté, persécuté, bah oui, peut-être qu'il voudra en faire un combat. Toi, tu as eu cette chance que finalement tout était bien autour de toi et tu pas eu ce besoin de revendiquer en permanence. Je sais pas toi ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que ça joue beaucoup aussi sur comment toi tu as vécu ton histoire. Mais après, en même temps, tu peux pas oublier, comme tu disais, les gens qui se sont battus pour avoir vos droits. Ouais, tout à fait. Et puis ça me faisait penser forcément à l'épisode que l'on a fait avec notre invité Anas, d'ailleurs, qu'on embrasse sur l'homosexualité en banlieue, où justement, lui, il a dû se construire son identité en opposition avec ce que sa famille, son entourage et son milieu social, culturel pensaient de lui. Donc c'est différent. Et dans une plus large mesure aussi, ça me fait penser à cette ambivalence permanente dans laquelle moi je me situe. C'est-à-dire que j'ai envie d'être une figure représentative de la femme métisse parce que j'ai subi aussi des discriminations de mon métissage, de mes cheveux dans le milieu du travail. Et d'un autre côté, je me dis, non, j'ai pas envie d'être catégorisée, mais je crois aussi que si je dois porter mon combat, je dois aussi l'incarner. Et c'est difficile, je trouve, parfois de se dire je ne veux pas être dans une case et en même temps, si je veux représenter mon combat, je dois accepter de me mettre dans cette case-là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est très difficile de jongler entre les deux. Mais bon, c'est la vie. On accepte et on fait, mais voilà, je pense que rien n'est tout noir ou tout blanc. Il faut accepter qu'il y ait des petites nuances parfois. T'es d'accord? Absolument d'accord. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, voilà, on a un peu posé les bases, on a parlé de ton homosexualité, etc. Mais nous, on voulait avant tout parler de quand même du ressenti. Je sais comment on parle du ressenti. Donc, où on arrive à l'agression, qu'est-ce que tu as vécu les jours après l'agression? Comment tu l'as vécu, ce qui s'est passé? Et comment ont réagi tes proches après cette agression? Est-ce que tu peux nous dire un peu, voilà, le après? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, ça s'était passé à Dijon. Donc là où je suis né, où j'ai grandi et où j'ai la chance d'avoir mes parents qui sont là. Donc déjà, quand on était arrivé le matin à Dijon avec l'ami qui a reçu des coups de couteau avec moi. Et là, quand tu rentres après à l'hôpital, après avoir eu tes points de suture, tu rentres chez mon père. Mes parents sont séparés. Il habite à côté de l'hôpital, donc ça tombe bien. Mais là, tu dis, qu'est-ce qu'on va leur raconter? Parce qu'on était censé être en ville le soir. Et là, on rentre. Et comment tu annonces le truc? Déjà, tu rentres, il est de 3 heures du matin. Mon père dormait. On a dit que le lendemain, quand on n'arrivait pas à se lever parce qu'on avait mal,
déjà, premièrement. Bah, tu te dis, bah, on est allongé, on vient de se prendre, moi, 3 coups de couteau, Benjamin, un. Bah, comment on le dit aux parents? Bon, bah, à un moment donné, on n'arrive pas à se lever, on finit par dire le truc. On finit par dire, bah, on s'est fait poignarder hier. Ce qui, pour mes parents, est une forme de sidération. Enfin, la ville où je suis né, où j'ai grandi, où j'ai passé 27 ans de ma vie, comment ça, tu t'es fait poignarder? Voilà, enfin, il y a d'abord cette sidération-là du cercle familial. Et puis, bah, après, évidemment, bah, ils sont à nos côtés parce que ça reste ma famille, c'est mes parents. Et donc, ils disent, mais que bah, restez le temps que vous voulez ici, mais vous allez faire, vous rentrez pas maintenant à Paris, etc. Voilà, puis après, il y a tout le temps de la reconstruction. Mais voilà, familialement, bah, tu finis par dire ce qui t'est arrivé. Puis après, tu finis par le partager parce que tu finis. Voilà, il y a eu 48 heures un peu compliquées où on est resté vraiment se reposer et à refaire le film des événements qu'on avait vécus. Puis bah, après, il y a un moment donné où tu remontes sur le cheval, où tu dis, bah voilà, la vie continue et qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là après qu'on a décidé de publier la photo de nos blessures. Mais d'abord le repos et d'essayer d'apprendre à remarcher et d'essayer que ça tire pas trop quand tu as 7 ou 8 points de suture comme j'ai eu, tu vois. C'est vrai que moi, ce qui m'a marqué aussi dans cette histoire-là, bien évidemment, au-delà de ce qui s'est passé, c'est que, comme tu l'as dit, tu as été maire donc, du Bourget, en Seine-Saint-Denis, où les stéréotypes concernant cette région sont divers et variés. Là où on pourrait se dire que la probabilité que tu sois victime d'une agression sont plus fortes en Seine-Saint-Denis, finalement, c'est quand tu retournes à Dijon. Franchement, les gens de Dijon, j'ai rien contre vous. Mais On s'attend pas à ce qu'à Dijon, il se passe des choses comme ça quand même. entre guillemets, ouais, c'est un Oui. peu ça. C'est un peu ça. Mais exactement, bah, tu as tout dit. Enfin, voilà, j'ai vécu moi 10 ans en Seine-Saint-Denis, tu vois. Enfin, j'ai jamais eu un seul coup de couteau, mais tu vois, même pas un téléphone portable qu'on m'aurait volé, tu vois. Donc à tous ceux qui pensent que la Seine-Saint-Denis, c'est des hordes de gens sauvages qui passent leur vie à agresser ou à dépouiller les gens, c'est parfaitement faux. Et il a fallu moi que je me prenne 3 coups de couteau au son de mort aux pédérastes, parce que c'est le mot qu'on m'a dit. Il faut que ce soit à Dijon, ville réputée quand même plutôt calme. Enfin moi qui suis né, qui ai grandi, plutôt réputée bourgeoise et froide, voilà, même si c'est une ville où il y a une vraie qualité de vie, bah voilà, c'est là où tu te prends des coups de couteau sans de mort aux pédérastes. Bon bah voilà, donc c'est voilà, mais c'est le sens du message que j'ai essayé de passer après notre agression, c'est que bah, l'homophobie, elle peut frapper n'importe qui, n'importe où, y compris là où on l'attend pas. Et en l'occurrence, à Dijon, une ville que je connais comme ma poche, où c'est arrivé. Et voilà, enfin c'est ça, l'homophobie comme la haine en général d'ailleurs, qui en soit, euh, elle peut surgir à n'importe où, à n'importe quel endroit, qu'on était mère, pas mère, qu'on soit une femme, qu'on soit blanc, qu'on soit noir, peu importe. Enfin, la haine des gens, elle peut frapper à n'importe quel endroit. Et heureusement, il ne manquerait plus que ça, et tu as raison. Voilà, mais ça, c'est des stéréotypes qu'on fait sur des territoires comme la Seine-Saint-Denis. Voilà, heureusement que non, ça n'arrive pas que dans ces territoires-là. Et, Et malheureusement, ça n'a pas de frontières en même partout. temps. Voilà. Avec Cassie, on voulait revenir absolument sur le moment où tu as déposé plainte, parce qu'il y a une anecdote que tu nous as dite qui nous a quand même interpellé. Cassie, qui l'a même choqué, je dirais. En vrai, tu m'as regardé, tu m'as dit, mais c'est incroyable. Donc, vous vous rendez à l'hôtel de police, vous allez porter plainte, et là, on vous dit, est-ce que vous auriez pu faire quelque chose qui aurait potentiellement vexé votre agresseur, comme un bisou ou tenu la main? Est-ce que quand t'entends ça, tu perds confiance totalement à la police? Tu te dis, mais en fait, même à eux, on peut pas leur faire confiance. Voilà, on pense aussi à ces fameuses phrases qu'on a déjà entendues sur oui, mais si telle femme s'est fait violer ou agresser, c'est parce qu'elle portait une jupe, c'est parce qu'elle était maquillée de telle manière, etc. Je trouve que là, ton exemple l'incarne parfaitement. Qu'est-ce que tu ressens, toi, quand t'entends ça de la police? Ah bah, je pense qu'il y a une chose, c'est m'en aller déjà. Au moment où je me prends cette phrase, où tu fais l'effort de te rétablir, parce que tu as mal quand même, tu as été blessé à la limite dans le bas du dos et dans le haut de la fesse, tu vois. Tu fais l'effort de te déplacer, genre 48 heures après d'avoir peut-être pris 3 coups de couteau. Et la première question qu'on te pose au commissariat de police nationale, c'est est-ce que vous avez pu faire un truc qui aurait pu énerver votre agresseur, genre vous tenir par la main ou vous faire un bisou? Eh mec, enfin, on est où? On est en quelle année là? Enfin, et là tu te dis, mais parce que ça aurait été une circonstance aggravante en fait, si j'avais fait un bisou, je tenais la main à quelqu'un, on aurait justifié du coup par notre attitude de se prendre un coup de couteau. C'est ça que ça veut dire? Et là, moi, j'ai marqué le coup en disant, mais attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de dire là? Et après, ça a basculé sur, mais dites-le que vous connaissiez votre agresseur, que vous aviez rendez-vous sur un site de rencontre et tout. Mais non, enfin, je viens déposer plainte parce que j'aimerais que vous retrouviez le qui nous a foutu 3 coups de couteau, quoi. Enfin, mais pas what the fuck. Enfin, c'était quoi la question? Enfin, qu'est-ce que je faisais là? Qui, quoi? Puis après, on a même été
à nous dire, ah, il y a un lieu de drague gay, l'autre côté du lac, vers lequel vous êtes fait poignarder, tu vois. Donc, parce qu'il y a un lieu de drague plus loin, on était en chasse, et donc quoi? Enfin, ça y est. Là, ça y est, on est parti à nous mettre deux homos qui se promènent dans Dijon, pas loin d'un lieu de drague, égal, ils allaient choper, ils ont mérité leur coup de couteau, quoi. Ils connaissaient leur agresseur. Ben non, non. Et ça pose la vraie question de mieux former aussi, et sans doute la raison pour laquelle aussi beaucoup de victimes déposent pas plainte. Parce qu'il y a le nombre d'agressions homophobes en France, et il y a aussi plainte ou pas plainte. Moi, d'ailleurs, on n'a jamais eu de nouvelles de notre dépôt de plainte. Hein. C'était il y a quasiment 2 ans maintenant. Et ben là, ça pose vraiment la question de comment on forme aussi les gens à qui tu fais confiance en déposant ta plainte, d'être reçu comme ça. Là, j'ai considéré qu'il y avait un gros problème. Et merci de souligner ça, parce que même, tu vois, même quand j'en reparle là, ça me choque toujours autant, en fait. Je t'avoue que moi, ça m'a énormément choqué, Yannick, quand tu as dit la phrase. Tu te souviens, j'ai fait oh mais c'était plus naturel, quoi. Je sais pas comment expliquer, C'était mais spontané, en fait. c'était spontané. J'étais choquée, et je le suis encore, je le dis face caméra, je suis choquée que des personnes faisant partie de la police qui sont censées protéger le peuple soutiennent des phrases comme celle-ci. Vraiment, j'étais outrée de savoir qu'on ait pu te dire ça à un moment. Et je me souviens qu'en pré-entretien, tu nous as dit ça fait plus mal que l'agression en elle-même. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est comme les filles qui se font violer. Qu'est-ce que vous faisiez, mademoiselle, à 23h dehors ? Est-ce qu'à un moment, on se pose la question de la légitimité d'une telle phrase ? Moi, vraiment, c'est un peu un coup de gueule, là, j'avoue. J'avoue, Yannick, je prends le micro parce que c'est vraiment une phrase qui m'a choquée, et je sais que c'est dans ton cas, que ça arrive, comme je dis, dans le cadre d'agressions de filles qui se font violer ou autres. Mais j'aime bien aussi dire que, par exemple, quand on se fait cambrioler, on va jamais te poser la question pourquoi vous aviez un écran plat, 6 Mac et 3 iPhones. On me demande pas. Donc je fais ce que je veux. Je suis en France, j'ai des droits, des libertés, je fais ce que je veux. C'est pas un coup de gueule contre toi, Yannick. Non, je sais bien, mais merci, ton coup de gueule, il est touchant. Enfin, il est touchant, mais ça m'a je sais que ça t'avait vraiment marqué. Je sais que ça t'avait marqué. Ouais, vraiment. Mais moi aussi, tu vois, quand j'en reparle là, j'ai toujours cette même colère en disant comment dans un pays comme la France, où on peut poser cette question-là à des victimes qui font l'effort de se lever alors elles viennent d'avoir des points de suture. Et encore, nous, on a eu de la chance, tu vois, on est vivants, on n'a pas eu d'organes vitaux touchés. Et ça aurait été la même chose. Enfin, je serais venu en fauteuil roulant, on m'aurait posé exactement la même question. Tu vois, et là, tu te dis, mais non, enfin, puis c'est pas la question. Enfin, on a voulu nous faire dire le type de notre agresseur. Enfin, tu dis, mais notre sujet, c'est qu'on a pris des coups de couteau, en fait. C'est juste ça. C'est ça le sujet. Et on aimerait déposer plainte pour que vous puissiez retrouver et qu'on puisse, nous, en victime, se reconstruire en ayant un procès, en essayant de comprendre le geste de celui qui a fait ça. Moi, j'ai eu mort au pédéraste. Enfin, c'est un mot. J'ai 41 ans. Ce mot-là, je pense que même moi, même dans ma construction d'identité homosexuelle, je l'ai jamais vraiment utilisé. Tu l'as jamais utilisé, hein. Ça fait longtemps que tu as entendu ce mot, je crois. Et voilà, et Benjamin, il s'était pris, voilà ta sentence. De quoi on parle? J'aurais aimé comprendre ça. Mais ça, tu racontes ça, et la première question qu'on te pose quand tu as déposé plainte, la police, est-ce que vous êtes fait un bisou, vous êtes tenu par la main? Comme s'il voulait, d'une certaine manière, légitimer l'agression de votre agresseur, en fait. Je trouve ça vraiment fou. Tu l'as dit aussi, t'as jamais eu de suite. L'agresseur n'a pas été condamné, c'est triste. Comment est-ce que tu gères ça, surtout quand tu es investi dans la politique et que forcément tu représentes les institutions nationales, dont la police? Comment est-ce qu'on deal avec ça? C'est compliqué parce qu'en effet, comme beaucoup de victimes pour te reconstruire, tu as quand même besoin de savoir, déjà d'être sûr que l'individu qui nous a poignardés soit pas encore dans la nature pour agresser d'autres homos. Déjà, tu te dis ça. Et puis tu te dis qu'à un moment donné, en effet, tu as envie de militer pour que, sans doute qu'on forme mieux la police dans la prise en compte de la parole des victimes. Tu vois, moi, c'est une des premières choses où je me suis dit, visiblement, la personne qui m'a reçu, il y a un problème quand même dans l'accueil, dans la façon dont on prend en compte la parole de la victime. Tu commences pas à accueillir des gens qui viennent de se prendre un coup de couteau et qui sont contents d'être vivants en disant, est-ce que vous n'avez pas mérité ce qui vient de ce que vous avez eu? Enfin, en tout cas, si c'est comme ça, il va falloir revoir les plans de formation dans la police nationale, tu vois. C'est ce que je me dis. Et je me dis que, voilà.
Et après, je me raccroche aussi au travail formidable qui a été fait, parce qu'on a été accompagné par des psychologues aussi, l'association Paris Aide aux victimes, qui nous a accompagnés très régulièrement, qui permet... Voilà, là, il y a une vraie prise en compte de la parole des victimes dans l'accompagnement. Donc tu reconstruis parce que tu fais un travail déjà sur toi psychologique, de te reconstruire, parce que tu as les messages de soutien qui pleuvent de partout aussi, quand on a décidé de publier nos blessures, et que oui, il y a des salauds, mais il y a aussi des tas de gens que ça a choqué, des gens. Et tu vois, ton coup de gueule, je le prends aussi comme ça, je le mets dans l'immense nuage d'amour qui Oui. s'est emparé de nous. Voilà, et ça te permet de tenir. Donc évidemment, le petit truc qui fait que tu as été mal reçu à la police, ben, il finit par descendre de la pile, mais tu l'oublies pas. Et au contraire, tu as envie de te dire, le truc à régler, il est quand même ça, et il est là, et il n'est pas ailleurs. Ça, on lâchera pas. Enfin, moi, aujourd'hui, mon combat, il est aussi sur le fait que non, on peut pas accueillir la parole des victimes comme ça. Et je l'ai vécu moi, donc ça doit arriver à plein d'autres gens. Je suis pas le seul à qui ça arrive. Je sais désormais, en plus, pour avoir un peu bossé sur le sujet et m'être un peu renseigné, que ça arrive, hélas, beaucoup trop régulièrement. Et que c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, beaucoup de victimes déposent pas plainte aujourd'hui. C'est ça qu'on veut. C'est que les gens renoncent à faire valoir leurs droits parce qu'ils sont mal accueillis à la première étape où ils essayent de faire progresser la société. Non, ça peut pas, c'est pas possible. C'est ce que j'allais dire en plus, parce que c'est vrai qu'on oublie que la police est la première personne qu'on va voir lorsqu'on vit quelque chose de difficile. Donc c'est le premier contact humain qu'on a et vers chez qui on peut se consoler, entre guillemets, de dire bah, là, il vient de m'arriver une agression, que ce soit celle que tu as vécue ou n'importe quelle agression d'ailleurs. Hein, mais ouais, on oublie l'important, je pense, de ce premier contact qui finalement est très humain. Ouais, moi ça me fait penser à quelque chose au lycée, je m'étais battue. Bah, je m'étais battue, non, en vrai, je m'étais fait taper quand même. Et tu avais répondu parce que tu n'avais pas le Et choix. j'avais répondu parce que j'avais pas le choix. Puis mon caractère n'aide pas, j'avoue. Et bref, je suis allée porter plainte et le policier m'a dit mais vous n'avez pas de marque. Donc bon, t'es bien mignonne, ma petite métisse là, mais on voit pas sur ta peau que t'as des marques. Alors déjà, on voit moins que sur une peau blanche, et pour autant, ma parole doit être quand même prise en compte. Donc je te rejoins complètement quand tu dis qu'il y a tout un travail, je pense, d'éducation, d'information, de communication, d'andragogie, tout ça là. Il faut tout mélanger et faire en sorte que les gens soient mieux formés. Tu l'as dit tout à l'heure, et merci pour la passerelle que tu me fais. Tu as publié des photos de tes blessures, donc des photos de toi et aussi de Benjamin, qu'on embrasse d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de toi, mais je tiens quand même à dire dans cet épisode qu'on se focus sur Yannick, mais bien évidemment, on pense aussi à Benjamin, qui a aussi été victime de cette agression. Mais voilà, vous avez décidé de publier vos blessures. Pourquoi ce choix ? Et comment est-ce que vous avez trouvé la force de se dire on y va ? Écoute, on l'a fait parce qu'on avait ressenti le besoin de le faire. Parce que quand tu refais le film de l'agression pendant 3 jours, à regarder le plafond, parce que j'étais allongé dans mon lit d'ado chez mon père, tu vois, et qu'on regarde le plafond parce qu'on a mal et que on passe en boucle et ce dont on vient de parler et les deux phrases, enfin moi, on y a pensé pendant les 3 jours, on a pensé à ça, le voilà ta sentence et mort au pédéraste. Tu te le tournes dans tous les sens, hein, mais ça voulait dire quoi? Et t'en sors pas. Là, t'es dans un espèce de Rubik's Cube géant, tu t'as pas la clé, tu tournes le truc dans tous les sens. Et là, tu dis, bon, une fois qu'on a vécu ça, bon, on a que des points de suture, on est vivant, la vie doit continuer. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que tout ça bouge et pour qu'on... Voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et comme je suis un personnage public, j'ai dit, bon, si je mets nos blessures en photo, ça en parlera forcément. Il fallait que j'ai l'assentiment de Benjamin pour le faire, tu vois. Et Benjamin a dit, bah oui, il n'a pas hésité un seul instant en disant, si tu penses que ça peut être utile pour qu'on aille mieux et qu'on se reconstruise, faisons-le. Et j'ai fait un tweet en disant, mort au pédéraste, voilà ta sentence, voilà, on a été victime d'une agression homophobe au couteau. C'était, en effet, ça devait être le lundi ou le mardi après notre agression, tu vois. Et là, ça a été, voilà. Et là, ça lance toute une chaîne alors médiatique ou pour libérer la parole, ce qui, quand tu es victime et que tu parles de l'agression que tu as vécue, tu as moyen aussi de te reconstruire, en réalité. C'est plus t'en parles, plus tu as le sentiment d'aller mieux aussi. Et, et puis, ça a autorisé plein de gens à nous envoyer leur solidarité, leur choc aussi, comme tu le fais toi, d'ailleurs, comme tu l'as fait toi. Et puis d'avoir plein de messages d'amour de partout.
j'ai pas compté, mais c'est même incontable, mais on a eu vraiment des milliers, des centaines de milliers de messages, de tweets, à l'époque où, voilà, où il y avait du monde sur X. Euh, voilà, donc ça a fait du bien jusqu'à avoir une manif à Paris en marche du bal de l'amour de soutien à Benjamin et à moi, tu vois. Enfin, je pensais pas un jour qu'il y ait une manif, je pensais pas qu'on finirait euh, à lancer le bal de l'amour, je pensais pas quelques mois plus tard recevoir une médaille de l'Assemblée nationale pour avoir été victime de coups de couteau, tu vois. Moi, je mérite aucune médaille en fait, je suis juste une victime d'une agression homophobe. C'est tous ceux. Bah, la question, c'est voilà, la médaille, je l'ai pris au nom de tous ceux qui en sont morts, en fait, à qui on ne donnera jamais de médaille parce qu'ils sont plus là, parce qu'ils ont vécu des coups de couteau, parce qu'ils se sont suicidés, ou parce que le harcèlement scolaire pour les plus jeunes qui vivent mal leur homosexualité. Je l'ai pris pour tout cela, mais j'ai mérité aucune médaille en vrai. Et voilà, donc je l'ai fait parce que je considérais que désormais j'appartenais à cette chaîne de victimes d'un truc qui surgit au moment où ça surgit et qui, voilà, et par volonté de militer là où sans doute, on disait tout à l'heure, je n'avais pas ressenti le besoin de me battre davantage pour, voilà, face aux agressions où je disais, bah, la haine, c'est pas pour moi, tu vois, parce que moi, mes parents, ça a été, j'ai été accepté comme homo, etc. Et ben, finalement, t'as beau avoir un parcours d'homo épanoui, et ben, quand un type, il te dit mort au pédéraste, et ben, t'as l'armoire qui s'écroule, quoi. Et donc, voilà. Est-ce que tu as eu l'impression un petit peu d'être devenu un symbole à ce moment-là, quand tu es là sur le parvis de l'hôtel de ville avec Anne Hidalgo? Tu viens de te faire poignarder quelques semaines, quelques jours Jour avant. avant. Quelques jours, on Quelques parle jours en avant. jours. Et là, tu deviens, entre guillemets, adulé par toute la foule de dire, bah voilà, c'est lui le représentant de cette cause. Comment toi, tu l'as vécu? Ça fait du bien parce qu'en effet, c'est juste, tu t'es pris des coups de couteau 5 jours avant. Donc, tu es encore quand même dans ton agression. On venait de rentrer à Paris parce qu'à un moment donné, il fallait bien quand même. On a réussi à reprendre le train malgré les points de suture, etc. Et puis, moi, je l'ai mis dans cette vague chaîne d'amour, de solidarité. Parce qu'il se trouve que parce que j'ai été maire, voilà, on se connaît avec Anne Hidalgo. Mais à aucun moment, j'ai pensé qu'elle finirait par m'appeler en arrivant sur le parvis de l'hôtel de ville pour dire vous êtes où? Je suis folle d'inquiétude. Et je sais qu'elle a été folle d'inquiétude quand elle a su qu'on avait été poignardés. Et quand elle a su qu'on était sur le parvis, elle nous a dit mais venez dans mon bureau, je veux vous parler, je veux que vous me racontiez comment ça s'est passé. Et puis voilà, enfin, alors, autant moi j'ai l'habitude, tu vois, Benjamin qui est loin de la politique et tout, ça l'impressionnait dans le bureau de la maire de Paris, qui lui disait mais raconte-moi, là t'es vivant, je suis content de te voir, alors qu'ils se connaissent pas, tu vois. Et là c'était un moment pour moi d'amitié vraiment très forte. Et ça a été d'abord un moment d'amitié. Euh, et après tu finis sur le parvis et on dit prenez vos affaires, on descend, on va lancer le bal de l'amour. Comment ça on va lancer le bal de l'amour? Et là, tu as les momos très forts, et ceux-là, je les ai encore, où Anne Hidalgo dit ce soir, c'est le bal de l'amour, et je suis avec 2 de mes amis qui viennent d'être victimes d'une agression au couteau, on n'a pas fini avec la haine, etc. Et là, tu as 5000, 6000, je sais pas combien on est sur le parvis de l'hôtel de ville, de gens qui s'aiment, qui sont là et qui t'applaudissent. Mais là aussi, tu te dis, alors je suis pas devenu, est-ce que je suis devenu une icône, un héros ou pas? Non, c'est pas du tout. Et c'est pas le sentiment que j'ai ce soir-là. Ce soir-là, je suis bouleversé d'émotion en me disant, ouais, enfin, en fait, les gens s'aiment. Ouais, il y a plein de gens que ça choque. Ouais, je le relis à tous les messages qu'on a eus en disant, ouais, ce pays, il n'est pas encore totalement foutu, en fait. Parce que, ouais, il y a des haineux qui sont évidemment parfois bruyants et évidemment qui sortent des couteaux. Mais il y a aussi encore dans ce pays, heureusement, des tas de gens que ça choquera, que ça continuera de choquer et qui continueront à nous dire, bah oui, laissez-nous nous aimer, quoi. Laissez-nous nous aimer. J'aime bien cette phrase. Ouais, moi aussi. Parce que Je trouve ça je te beau. connais en plus. Et je sais que toi, ce que tu dis, c'est que ta religion, c'est l'amour. Je l'ai toujours dit, je le dirai toujours. Ça, c'est clair et net, c'est l'amour. Ah, j'aime bien cette phrase. Franchement, je trouve qu'elle est très, très parlante et je suis d'accord. Enfin, on fait de mal à personne. On s'aime. Comment est-ce que vous pouvez détester des gens parce qu'ils s'aiment? Moi, c'est vraiment ça rentre pas dans mon cerveau et je suis contente que ça rentre pas dans mon cerveau. Vraiment. C'est une bonne chose. Vraiment, c'est une très bonne chose. Est-ce que tu l'as vu un peu comme une certaine revanche aussi, peut-être, de te dire, il y a quand même, attends, c'était le 17, donc il y a 5 jours avant, il nous arrive ce qui nous arrive de grave.
Et 5 jours après, là, je suis là. Alors, comme tu l'as dit, c'était un mélange d'émotions, on l'entend, hein, un vrai moment d'amour, de partage, d'amitié, d'espoir aussi. Ce que j'entends dans ton discours, c'est beaucoup d'espoir de se dire, finalement, il y a des gens qui croient en nous, qui croient en les valeurs de l'humanité, de l'amour. Mais est-ce que c'est pas aussi une revanche par rapport je sais pas moi, ce policier qui te sort cette phrase immonde, forcément, ce connard qui vous plante? Ouais, alors je sais pas si le mot revanche est le plus approprié, mais enfin, je vois ce que tu veux décrire. Ouais, enfin, en tout cas, on est content d'être là et d'être vivant. Déjà, moi, tu vois, je me dis, ouais, ce moment-là, on ne le vivrait pas si le type avait réussi à nous poignarder un organe vital, un truc, ou dans quel état je serais si j'étais pas en forme, tu vois. Et là, je me dis, bah, nous, la chance qu'on a, c'est qu'on est vivant. C'est ce qu'on va se redire d'ailleurs dans les semaines qui suivent, d'ailleurs, pour se reconstruire, en se disant, bah, on a la chance de vivre, donc on va continuer à sortir la nuit. Les premiers soirs, t'es vite, hein, quand t'entends des gens marcher, tu te mets un peu sur le côté en disant, oh là, qui c'est qui passe? Non, ça va, tout va bien, il n'y a pas de couteau. Tu vois, enfin, t'es un peu en mode parano quand même, quelques semaines à se dire, voilà, puis après la vie continue, parce que t'as des potes qui t'appellent pour dire, attends, tu vas pas sortir, machin, etc. Donc, t'en doutes parfois un peu, et tu ressors. Donc, ouais, bah, revanche, oui, enfin, en tout cas, mais j'avais pas envie de répondre, j'ai jamais eu envie de répondre à la haine qu'on a subie par de la haine, tu vois. Donc, c'est pour ça que je trouve que revanche, c'est pas forcément le mot qui convient le plus, parce que ça sous-entendrait, moi, je haïs pas notre agresseur, tu vois. Enfin, j'ai pas envie d'haïr le type qui avait ça. J'aurais juste eu envie de comprendre quelle était sa motivation, qu'est-ce qu'on lui avait mis dans la tête d'ailleurs, parce que je sais pas bien quel âge il avait, tu vois, il faisait nuit, enfin, mais j'aurais voulu comprendre comment on utilise le mot pédéraste quand on est 2 fois plus jeune que moi. Enfin, ça sort d'où? Qu'est-ce qu'on a mis dans la tête à mon agresseur pour que il sorte ce mot-là à ce moment-là? Et qu'il ait l'envie de me poignarder, donc de me tuer. C'est ça que donc je pense à ça, tu vois? Donc je suis pas dans la haine vis-à-vis de ça, j'ai pas senti de revanche. J'ai juste senti, en effet, l'envie de continuer déjà à vivre et de continuer à me battre et même de me battre sur ce sujet-là que j'avais sans doute aussi parce que quand ça va bien dans ta vie, ben, tu épouses moins de causes et que ce sujet-là te rattrape et donc de militer aussi pour que on organise mieux. Enfin, quand je vois les chiffres d'agressions homophobes en France, et moi qui étais victime de ça, je peux plus accepter l'idée qu'on n'arrive pas à faire baisser ça. Le combat, il est là aujourd'hui. Mon combat, il est là. Est-ce que des fois, tu imagines ta vie sans cette agression? Comment elle serait? Est-ce que tu penses que. Enfin, qu'est-ce que ça a changé finalement dans ta vie, cette agression? Bah, elle a changé. Bah, elle a changé sans doute mon regard sur la vie aussi. Tu vois, parce qu'il y a plein de choses aussi où, bah, à un moment donné, quand tu finis par prendre conscience que la vie tient à pas grand-chose et que tu pourrais ne plus être là, bah, tu te dis, ouais, il y a peut-être des copains que tu rappelles, que tu as un peu ignorés parce que la vie est ainsi faite, parce que tu as eu trop de boulot. Bah, tu te dis, je vais peut-être voir aussi ceux que j'aime bien parce que, voilà, parce que moi, ça m'a démontré la fragilité de la vie. Tu dis, bah, je suis vivant, ça aurait pu basculer parce qu'il y a plein de gens chez qui ça bascule. Donc, tu vois, un peu cette petite flamme comme là, vous avez là, qui est là, qui peut s'éteindre, qui vacille et bah, qu'est-ce qui se passe quand si la flamme s'était éteinte? Bah, si j'étais plus là, bah, je serais plus là. Euh, ouais, bah, s'il n'y avait pas eu cette agression, bah, rien ne dit qu'elle aurait pas eu lieu. Ailleurs, à un autre moment, c'est la vie. Donc je dis pas que j'aurais pu ça. Il n'y a aucune raison pour que ça n'arrive pas. Puisque ça, je suis désormais convaincu que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut arriver à n'importe qui. Et ça peut arriver surtout n'importe où. Donc ça aurait pu arriver à un autre endroit, à un autre moment. C'est vrai qu'on oublie à quel point t'es chanceux quand même, mine de rien, de pas avoir eu de réelles séquelles. Enfin, toi et ton Exactement. ami, vous êtes chanceux tous les deux, clairement. Mm. Ça me rappelle beaucoup, je sais pas si toi aussi ça fait penser à un épisode qu'on a tourné il y a pas longtemps sur Varvara qui avait perdu sa maman et qui nous disait que quand on fait face à la mort, ça nous ramène à une certaine réalité où on se rend compte, ah mais la vie elle est précieuse, ah mais finalement on n'est pas peut-être un peu naïf dans notre quotidien de se dire que bah, tout est éternel, si je parle pas à un tel c'est pas grave, si je fais pas telle chose c'est pas grave, alors que demain on peut mourir, on n'a jamais la garantie que ça va continuer. Mais on vit tous en se disant, bon bah je suis immortel quoi. Exactement. C'est une vraie naïveté qu'on a tous et qui parfois, malheureusement, quand on vit des événements difficiles, bah, ça nous ramène à cette réalité. On se dit non, 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 il faut que je fasse attention quand même, il faut que je fasse gaffe. Ouais, et puis peut-être aussi cultiver la gratitude de la vie. C'est vrai Exactement. que c'est dur. Enfin, je veux dire, moi, la première, hein, je me plains tout le temps. Enfin, voilà, je suis une râleuse un peu. Je me plains. Et pourtant, dans les moments où je me retrouve seule avec moi-même,
Je sais que le destin, les étoiles, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, il sait que je suis que je suis Reconnaissante. reconnaissante, reconnaissante de la vie qu'il m'offre. Et ça, je pense que c'est aussi important. Et comme tu l'as dit, de se rendre compte que, OK, on a eu ce qu'on a eu, mais on est encore en vie et heureusement. Mm. Et j'aimerais juste rajouter aussi que, tu vois, j'ai pris conscience aussi que la vie peut basculer à tout moment. Et ce que je sais avec cette agression, c'est si on n'avait pas été deux ce jour-là, Benjamin connaissant pas Dijon, tu vois, bah, le matin, ce jour-là, on est arrivé le matin. Si j'avais pas été là, par où serait-il parti? Serait-il mort ou pas? Et le vrai sujet, c'est que nous, on a vécu ça à deux. Et à deux, pour vivre le truc et t'en sortir, bah, c'est vachement plus simple. Et moi, j'ai la conviction aujourd'hui que si Benjamin n'avait pas été là, et je sais que c'est réciproque pour lui, si l'un ou l'autre, si on n'avait pas vécu ça tous les deux, ben, je ne sais pas si je serais pas mort aujourd'hui. Et quand tu prends conscience de cette fragilité-là, moi, je considère que Benjamin m'a sauvé. Et voilà, enfin, si l'un ou l'autre, on n'avait pas été là à ce moment-là, je sais pas, tu sais pas. En fait, tu sais pas. Ça s'est vécu, bah, on est vivant à deux. Bah, si on n'avait pas été deux, je serais peut-être pas devant vous aujourd'hui. Et quand tu prends conscience de ça, bah, c'est plus fort que tout. Enfin, l'amour gagne toujours, la vie gagne toujours. Il y a quand même quelque chose que tu as souligné et sur lequel je souhaitais rebondir, c'était notamment le fait que les agressions homophobes augmentent encore. J'ai notamment pu relever une statistique de Statista. Du coup, entre 2016 et 2023, les agressions homophobes ont été triplées. Donc, c'est quand même énorme. Je crois qu'on est autour de 1800 à peu près par an et on est à presque plus de 4000 du coup en 2023. Donc, c'est énorme. Ça continue d'évoluer malheureusement. Qu'est-ce que toi, t'aimerais dire à des gens qui ont été victimes d'agressions ou peut-être qui ont peur de sortir parce qu'elles ont peur d'être victimes d'agressions? Quel est le message que tu aimerais leur faire passer aujourd'hui? Bah, que la peur n'évite pas le danger, d'abord. Enfin, c'est pas en vivant dans la peur, enfin, qu'on va éviter d'avoir des agressions. Enfin, je pense que c'est pas la bonne réponse. Et je pense d'ailleurs que tu donnes raison d'ailleurs à tes éventuels agresseurs. Refuser de sortir ou avoir peur de sortir parce qu'on est homo aujourd'hui en France en 2025 parce que les agressions explosent, c'est faire gagner la haine. En vrai, c'est ce qu'attendent ceux qui veulent, celui qui a voulu me tuer. C'est ce qu'attendent les haineux qui veulent nous enlever les droits, qui voudraient pas qu'on puisse se marier, qui voudraient pas qu'on puisse aimer qui on veut, encore moins qu'on ait des enfants. C'est leur donner raison. Quand tu renonces à sortir, oui, alors, oui, tu peux. Enfin, il faut vaincre, surmonter sa peur, peut-être. Première étape. Puis la deuxième, c'est qu'il y a des. Voilà, quand tu as été victime, bah, tu as plein d'assauts, et tu évoquais des statistiques, etc. Il y a des associations comme SOS Homophobie qui font un travail formidable d'accompagnement des victimes. Euh, L'urgence homophobie, stop homophobie, enfin, elles sont nombreuses. Il y a beaucoup de militants bénévoles qui aussi nous ont beaucoup accompagnés aussi pour se reconstruire, qui eux sont là, dont c'est le boulot d'avoir ces cellules, enfin, ces temps d'écoute, ou si tu as un problème, justement, si tu as peur de sortir, tu peux te confier à eux. Enfin, il faut aussi que voilà, les victimes ou que ceux qui auraient peur de l'être un jour puissent se confier à des gens dont c'est le boulot aussi pour t'accompagner, pour dire bah voilà, vis pas dans la peur, vis pas dans la haine. Et je pense que voilà, mais c'est encore une fois, c'est une question de vivre ensemble. Mais surtout, enfin, ne renonçons pas à ce qui fait notre humanité. Enfin, renonçons pas à la fête. Enfin, renonçons pas à. Parce que si tu renonces à, voilà, à aimer la différence, à aimer la diversité, à ne plus aimer la diversité, la différence, l'autre dans ce qui t'apporte de différence, si tu renonces à ça, bah, évidemment, tu fais gagner la haine. Et moi, je refuse. Enfin, voilà, et comme beaucoup de victimes, je pourrais avoir le sentiment d'en vouloir à la terre entière parce que j'ai reçu des coups de couteau, mais aussi dire ah super, je suis vivant. Je pourrais avoir une espèce d'entre-deux, mais moi, j'ai aucun doute là-dessus. Enfin, ne renonçons pas à continuer à vivre comme on a envie de vivre. C'est ça qui doit être plus fort. Ça me rappelle beaucoup ce qu'on disait, notamment quand il y a eu les attentats en France. Je pense que toi aussi, ça t'a rappelé ça quand il dit bah, il faut continuer à être libre, il faut continuer à faire la Mais c'est fête, ça. continuer à sortir. C'est ce Mais que c'est les complètement ça. politiciens disaient, c'est ce que les médias disaient, c'est ce que même les Français se disaient entre eux de bah, si on reste chez nous, on leur donne raison, on les fait gagner. Finalement, le meilleur moyen de faire gagner ces gens-là, ces haineux, ces gens qui nous discriminent, c'est de rien faire. Il faut Mais ce qu'on continuer à peut vivre. faire, c'est parier sur le fait que ça se joue à l'école. Que ça se joue, faire un travail d'éducation, de pédagogie.
d'expliquer aux gamins que une famille normale aujourd'hui, l'école a vraiment son rôle aussi. Moi, je considère que là, pédéraste, je sais pas encore une fois, ce qu'on lui avait mis dans la tête à notre agresseur, mais qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui a foiré. Qu'à un moment donné, est-ce que l'école explique suffisamment que non, on tabasse pas des trans parce que, ou qu'un homme qui met des talons, c'est une infamie ou un truc qui mérite d'être sanctionné par un coup de couteau? Je sais qu'on le dit pas à l'école. Ouais, mais est-ce qu'on le passe assez? Enfin, je pense que, est-ce qu'on n'a pas déjà renoncé en partie sur ces sujets-là? Moi, je pense qu'au contraire, il faut pas vivre dans la peur, mais qu'il faut mettre le paquet sur l'éducation, sur les trucs, surtout à l'heure de la haine sur les réseaux et machin. Et la meilleure réponse à Trump, à Musk, etc., elle est à l'école. Dire aux gamins, non, aujourd'hui, que ton petit copain de classe, il est deux papas, il est où le problème, en fait? Mais là aussi, c'est encore une fois une question de formation. Il faut former la police à accueillir les victimes, on l'a dit tout à l'heure, mais il faut aussi former les enseignants à bien parler de ces sujets-là aussi aux gamins, parce que pour moi, ça se joue à l'école. Parce que si, en effet, pendant 20 ans, t'as un type qui vit dans un contexte familial où c'est un papa, une maman, machin, une fois que si l'école, elle a pas mis le grappin dessus pour lui dire, non, c'est pas comme ça, en fait, et ta haine, tu la gardes, mais chez toi, et même pas chez toi, en fait, ça pourra pas fonctionner. Bah, tu vois, tu parles de l'école et du coup, tu me fais une transition parfaite pour ma prochaine question parce que je voulais te parler de ça justement. Je voulais te dire, est-ce que toi, tu es optimiste pour la suite? Quand on a travaillé ton sujet avec Cassie, on a beaucoup pensé à ces retours traditionnels qui reviennent beaucoup. Il y a beaucoup ces trends sur les réseaux où on parle de la tradwife, la femme qui reste à la maison, qui fait la cuisine. On a l'impression que les mentalités reculent bizarrement. On avance dans le temps, mais on recule. Est-ce que toi, ça t'inquiète? Et quel est ton regard sur ce futur et sur ces nouvelles générations qui arrivent? Qui parfois, voilà, c'est un peu des propos qui sont tendancieux, je trouve. Ouais, mais carrément. Enfin, moi, je trouve ça très inquiétant, ce retour des valeurs conservatrices, etc. Après, on l'a vécu, hein. Moi, quand je vois, je me souviens très bien de l'adoption du mariage pour tous. Je me souviens très bien que les conservateurs et tous les haineux, les autres excités de la manif pour tous, enfin maintenant syndicat de la famille. Admirer le changement sémantique quand même. Ils sont malins. Voilà, le mec, il était la famille pour personne, la manif pour tous, qui était en fait la famille pour personne. Ils sont devenus le syndicat de la famille. C'est devenu un syndicat. Super, le militantisme. Ils ont bossé la com. Voilà, mais voilà. Non, mais le glissement sémantique du truc. T'es passé d'une manif, un papa, une maman, à on est un syndicat de la famille. Non, la famille. Non, il n'y a pas la famille, il n'y a pas une famille. Enfin, ça existe nulle part dans le monde aujourd'hui. Une famille traditionnelle, normale, de quoi? On parle de combien de personnes? Les familles monoparentales, ça existe. Les familles recomposées, ça existe aussi. Eux, dans leur schéma traditionnel, ça n'existe pas, ça. C'est t'épouses une femme, tu la laisses à la maison, tu lui fais 5, 6 enfants. Ils sont tous hétérosexuels, d'ailleurs. C'est comme si, en plus, tu te pouvais assurer le coup, tu vois. Enfin, et puis après, ils comprennent pas ce qui leur arrive quand ils ont un enfant homo là-dedans. Mais voilà. Mais ça me fait rire parce qu'en fait, il y aura forcément un truc qui ratera dans leur schéma du truc. Parce qu'un papa, une maman, c'est bien, mais du coup, quand t'as un petit enfant, comme t'as un petit garçon qui va jouer à la Barbie, la maison va s'écrouler. Du coup, mais ils nous avaient promis qu'on irait tous en enfer, que le mariage pour tous, ce serait terrible, qu'on allait avoir une pluie de criquets qui allait s'abattre sur la France et tout. Enfin, et finalement, tu vois, déjà, tous les sont pas mariés. Enfin, on va se calmer. Ce que j'avais dit dans un débat, d'ailleurs, sur une chaîne sur laquelle j'avais toujours dit que j'irais jamais, je ne vais même pas citer le nom, pendant l'agression, ça a fini comme ça. Et j'ai fini avec un débat à la con sur le type, moi aussi, mais j'ai des amis homos qui sont contre le mariage. Je dis, mais c'est quoi le rapport avec mon agression là? Je viens de me prendre des coups de couteau. Et le type, il voulait, sur cette chaîne-là, bien connue, pour justement passer un papa, une maman et tous les excités de la manif pour tous. Enfin, le mec t'expliquait qu'il avait des copains homos qui voulaient pas se marier. Je dis, mais moi aussi, j'ai des copains homos qui veulent pas se marier. Mais c'est un droit. On n'a pas imposé le mariage. Enfin, et tu finissais par expliquer, alors que tu étais toi-même victime de coups de couteau. Le seul truc que voulait le type, c'est de dire quel était le profil géographique de ton agresseur, tu vois. Enfin, tu dis, mais on est dans la 4e dimension, là. Et là, en effet, alors oui, c'est flippant, parce que oui, t'as des tas de réactionnaires et des types qui considèrent que tout ce qui ressemble à une drag queen, un trans, un PD, c'est déjà tous la même chose. Hein. Bon, même c'est des piles en puissance. Je disais, comme ça, on mélange tout. Puis la zoo aussi, pendant qu'on y est, tu vois. Enfin, les mecs, ils ont un concept de nuage de valeurs qui fait que si t'es pas tous blancs aux yeux bleus et machin, et pas tous hétérosexuels ou hétéronormés en tout cas, ça marchera pas. Mais enfin, non. Alors oui, c'est flippant parce qu'il y en a que ça existe. Est-ce que c'est un retour et qu'ils sont plus nombreux que nous? Je crois pas. Je crois pas. Parce que moi, ce que j'ai vécu en tout cas et mon ressenti fait que les gens que ça a choqué, les gens bienveillants, on est bien plus nombreux que ces types-là.
Alors oui, ils sont peut-être bruyants, ils sont peut-être mieux organisés sur les réseaux pour aller lyncher les gens, etc. Ok, bah nous organiser maintenant. Et à rien laisser passer. Moi, depuis ça, je laisse plus rien passer. C'est-à-dire que je n'hésite pas, un réactionnaire, je le combats, et je lui dis, bah alors c'est quoi ton modèle familial? Vas-y, explique-moi. Le type, comme s'il allait jamais tromper sa femme, tu vois, etc. Allons-y. Non, mais tu vois, les On types, vous ils veulent laver connaît, les plus. Voilà, trompeurs. tu vois, non, mais ils veulent laver plus blanc que blanc. Enfin, à un moment donné, ça marche pas. Enfin, voilà, donc, ouais, non, faut pas avoir trop peur. Oui, c'est des vents mauvais. Oui, ça pue, clairement. Oui, on est dans un retour dans le monde d'un certain nombre de tarés qui se sentent autorisés à dire, à libérer la haine. Mais que si on s'organise, ben, on est le rempart contre la haine. On n'est pas d'accord. À un moment donné, on a un droit de vote encore dans ce pays aussi, pour sanctionner tous ces types-là qui défendent ça, tu vois. Bon, ça donne de l'espoir quand même par rapport à ce qu'on voit sur les différents réseaux sociaux, Ouais, hein. On est carrément. d'accord. Toi, c'est quoi ton avis dessus rapidement qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, je pense que franchement, moi, je discute avec une jeune qui a 16 ans, du coup, que j'accompagne tous les mercredis pour du soutien scolaire. Et quand elle m'explique un peu les propos de ses camarades de classe, ça me fait un petit peu peur. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a Mm. voulu poser cette question, parce que je pense que tu partages aussi cet avis avec moi. C'est qu'on a un peu l'impression qu'il y a un recul et ça fait peur, ouais, Mm. parfois. Enfin, moi, c'est de la peur, Ouais, vraiment. moi aussi, Toi j'ai envie aussi. d'être optimiste et en même temps, je regarde le risque, je me dis, ah ouais, faut faire gaffe quand même. Donc, on va de l'avant, mais attention quand même. Ouais. Ouais. Je mets un petit Oui, ça warning, oui, soyons clairement. vigilants. Ouais, Soyons soyons tous collectivement vigilants sur ça, mais faisons bloc. Enfin, avançons tous ensemble pour empêcher ça. Encore une fois, ça se traduit par le droit de vote, ça se traduit quand même sur le droit d'aller contrer ces gens-là avec des arguments et leur dire, mais attendez, c'est quoi votre problème dans la vie? Enfin, encore une fois, laissez-nous nous aimer, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'on vous enlève comme droit? Ouais. Qu'on ait le droit de se marier ou le droit d'adopter des enfants, en quoi ça t'enlève le droit d'avoir tes enfants? Jamais. Mais allons-y sur ce terrain-là. Soyons pédagogues. Expliquons ça aux gamins. Et encore une fois, mettons le paquet. Si on met le paquet sur l'école, si on met le paquet sur la formation de tous ceux qui ont une charge publique, que ce soit les profs, les policiers, à dire, voilà, la bienveillance, c'est pas une option. Le respect de la dignité humaine, de regarder la personne comme elle est. Avec ça, on peut gagner. Oui, c'est flippant, mais face au vent mauvais, si on est tous conscients qu'à un moment donné, bah, les types qui pensent ça, bah, c'est pas ça. Là, ils n'ont pas leur place dans la République, c'est pas ça la société qu'on veut. On finira par gagner. Enfin, ils ne gagneront pas, eux. Parce que nous, on est là déjà et on n'a rien fait de mal, donc on n'a pas à gagner quoi que ce soit. Eux voudraient nous enlever des trucs. Bah, ils n'y arriveront pas si on continue à ne pas être d'accord. J'avais envie de rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, quand tu as dit finalement la défense des droits des personnes appartenant à la communauté, même si je sais que tu n'aimes pas ce terme, mais LGBTQIA+, est-ce que c'est bon? C'est tout bon? S'apparente au combat, par exemple, pour les femmes, etc. Moi, j'avais envie de citer une phrase qu'on entend et qu'on a beaucoup entendue, notamment quand le droit à l'avortement a été supprimé de la Constitution américaine, de Simone de Beauvoir, bien évidemment. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devez rester vigilante votre vie durant. Bien évidemment, cette phrase m'a fait penser aussi à ton sujet, dans le sens où comment est-ce qu'on gère quand on sait que finalement nos propres libertés peuvent être remises en cause, entre guillemets, à tout moment, parce qu'on fait partie de cette minorité-là, à laquelle on a dû se battre pour avoir des droits. Comment est-ce qu'on le vit? Moi-même, en tant que femme, hein, je veux dire, quand je vois ce qui s'est fait aux États-Unis, c'est questionnable. Bah, encore une fois, en considérant que notre responsabilité collective et individuelle, elle est de continuer sur cette ligne-là. Parce que partout où tu as des régimes conservateurs et actionnaires, à qui ils s'en prennent en premier? Aux femmes, Aux minorités. aux minorités, aux LGBT, puis les artistes, puis les journalistes, enfin tout ce qui ressemble à un truc différent qui serait pas dans l'axe, mais on s'en prend d'abord aux minorités et on discrimine. Et donc, voilà, enfin, c'est pour ça que quand je disais que je me sentais solidaire de l'ensemble des causes victimes de discrimination et du droit des femmes, on est là-dedans. Parce que les minorités, les personnes les plus fragiles sont toujours les premières victimes de ces régimes-là. Donc, prendre conscience de ça, prendre conscience de notre histoire, à chaque fois que ces régimes-là sont au pouvoir quelque part, c'est d'abord les minorités qui sont les premières à trinquer. Alors,
Oui, c'est flippant. Mais ouais, ça doit nous engager au combat. Et se dire que quand même, enfin, ça a des gens que ça choque aujourd'hui. Et on l'a vu. Et regarde aux États-Unis, alors ça n'a pas empêché l'avortement, ils ont continué. Puis là, pour le coup, ils ont foutu Trump en plus. Et là, on va voir. Moi, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Mais en effet, c'est flippant. Tu te dis, bah, ça autorise un certain nombre de trucs dans le monde où le mal va être fait. Y compris sur les trans, etc. Là, le mal, il est fait. Les femmes, après, ça viendra. Voilà. Mais après, on est quand même dans un système international qui font qu'il y a aussi des règles où on ne fait pas ce qu'on veut. Donc, à un moment donné, il y aura peut-être un ressac aussi. Donc, on va éviter, en tout cas pour la France, etc., on va éviter d'avoir à se poser la question très longtemps. On va surtout faire en sorte qu'on soit toujours plus nombreux à croire que la beauté de la vie humaine, elle est sa diversité, elle est nos différences. On va continuer à célébrer nos différences, surtout, et on va combattre ensemble. C'est ça la bonne méthode. Ça y est. Ça y est. Je sais que c'est la dernière question que tu vas poser. Et oui, malheureusement, on arrive déjà à la dernière question. Ouais. Merci beaucoup pour toutes tes réponses, Yannick. C'était vraiment intéressant. On arrive déjà à la dernière question. C'est la question il sait comment. C'est Cassie et moi qui l'avons écrite. C'est la même pour tous les invités et on l'adore. Si maintenant tu étais dans la tête de tous les êtres humains de cette planète, là, il y a la Terre entière qui t'écoute, tu dois leur dire quelque chose. Mais malheureusement, tu meurs dans 1 minute. Et donc, tu dois leur dire, voilà, moi, ce que j'ai retenu de ma vie, c'est ça, ma philosophie, mon parcours, mon voyage sur Terre, mon passage ici. Ce que je retiendrai, c'est ça. Qu'est-ce que tu dirais à l'humanité, là, en 1 minute ? En 1 minute, que ce qui nous rassemble sera toujours plus fort que la haine et qu'on peut s'aimer. Aimons-nous les uns les autres, mais et à ceux qui auront encore un problème, les quelques secondes encore où je suis en vie, et qui nous regardent ou nous écoutent, laissez-nous nous aimer. Moi, j'ai rien à rajouter. Parfait. Est-ce que toi, tu as quelque chose à ajouter par rapport à cet échange ? Est-ce que tu as quelque chose à dire à nos auditeurs, aux gens qui nous regardent ou qui nous écoutent ? Qu'ils ont la chance d'avoir un média comme vous, la simplicité, la spontanéité avec laquelle vous faites ça. Et je trouve, si j'ai accepté de venir vous voir, c'est parce que voilà, je considérais que vous proposiez quelque chose de tout à fait différent. Et je veux aussi que chacun qui nous écoute et qui nous regarde prenne conscience que ce que vous proposez n'existe pas si souvent. Et que, voilà, à partir du ressenti des gens et mettre l'accent sur le ressenti des gens, je trouve que c'est bien parce que c'est tellement beaucoup moins superficiel que plein de choses. Et moi, j'ai pu mesurer dans cet échange la chance que j'ai d'avoir eu votre attention, votre sollicitation. Voilà, et vous avoir est une chance que chacun en prenne conscience. Merci beaucoup, Yannick. Un très beau commentaire. C'est très beau. Ouais, ça me touche. Ça me touche aussi. Ouais, ça fait tellement plaisir parce que c'est tellement pour ça qu'on a créé le podcast et ça fait plaisir de voir que tu comprends le message et l'intention qu'il y a derrière et c'est hyper cool. Vraiment. En tout cas, je voulais appuyer les propos d'Adrien pour te remercier encore, Yannick. Vraiment, c'est pour ça qu'on a créé C'est comment. C'est pour que vous ne vous sentiez pas seul, que vous dites que bien, malheureusement ou heureusement, il y a des gens qui ont vécu aussi ce que d'autres ont vécu. On est là pour se donner de la force, se donner de l'espoir, pour en effet, comme tu l'as dit, parler en profondeur de son ressenti. On est tous des humains. Voilà, ça je crois que c'est quelque chose qu'il faut tout simplement retenir. On est tous des humains, on aime qui on veut. Comme je le dis toujours, faites l'amour, pas la guerre. Avant que je clôture, je sais que tu as le petit instant promo et ensuite c'est fini. Exactement, écoutez, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. En toute bienveillance, on compte sur vous. On a hâte de vous retrouver dimanche prochain. En tout cas, c'était encore un bel épisode aujourd'hui. On est sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok. C'est comment le podcast. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à @gmail.com. Vous nous parlez de votre sujet, vous nous expliquez un peu, on voit ensemble et voilà, on vous reçoit avec plaisir. Donc merci beaucoup. Eh bien, merci à vous qui nous regardez ou qui nous écoutez. On espère que cet épisode vous a plu. Je le dis encore, faites l'amour au sens propre comme au sens figuré. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche 18h, pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. En attendant, on vous salue et on vous dit beijinhos. Ciao. Merci beaucoup.